Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Summer Club des 5, la petite série d'été qu'on vous propose jusqu'à la reprise des émissions. Ça sera pour la mi-août, fin août, pour la reprise des grands championnats. On a parlé de la Coupe du Monde dans le premier épisode. On va s'intéresser au football de club. Ça y est, le début de la saison 2018-2019. Pour ça, j'ai Elton Mokolo avec moi pour ce premier épisode des clubs et ce deuxième épisode du Summer Club des 5. Salut Elton. Bonjour Romain, comment tu vas? Je vais très très bien. Et bonjour évidemment aux socios. Il fait très très chaud en ce jeudi. On est en sudation, on a notre petit eau, heureusement pour... Buvez de l'eau, très important. Et écoutez la RATP aussi, buvez de l'eau. Merci déjà à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires après la première vidéo qui était sur les tops de la Coupe du Monde. C'était avec Bilal. On a eu énormément de commentaires sous la vidéo et en privé sur Twitter. C'est venu aussi nous en parler. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager autour de vous. Il y a énormément de gens qui nous ont aussi parlé d'une émission qui s'appelle Trash Talk, qui est une émission de basket. Alors Anton, toi t'es pas très très fan de NBA. Moi, tu sais, à part les Warriors, je connais pas grand chose. Ouais, c'est facile d'aimer les gagnants. Moi, je suis fort depuis McPietrus en 2005. Donc attention. Moi, je suis un peu plus fan de NBA et je suis vraiment féru. Donc, vous avez parlé de Trash Talk. C'est très gentil à vous de me comparer à ça. Si on arrive à être à un poil de leur niveau, ça sera déjà une grande réussite. Nous, donc aujourd'hui, première émission sur les clubs. On va s'intéresser à un club que tu connais plutôt bien, le Barça. Le Barça qui a déjà eu quelques arrivées depuis le début de ce mercato. On va revenir sur la saison précédente, cette année qui devait être une année de transition pour le Barça, sur le mercato actuel avec les arrivées et les potentiels départs. C'est pas encore terminé, on est qu'à la mi-juillet. Et les attentes pour la saison prochaine pour le FC Barcelone. Un récapitulatif peut-être de la saison passée. On va démarrer au boom, le transfert, le Big Bang, le transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain qui paye sa clause en fin juillet, début août. C'est une affaire presque d'État. Javier Tebas, le président de la Fédé, qui veut, c'est président de la Ligue, je crois. Président de la Ligue, c'est ça. Voilà. Qui veut annuler le transfert. Le Barça qui met du temps à envoyer les papiers, ce qui fait que Neymar ne peut pas jouer directement la première journée de championnat. Finalement, Neymar s'en va véritablement. Il est remplacé numériquement par Paulinho puis Ousmane Dembélé, et ça devait être une véritable saison de transition pour le Barça. Avec cette perte de Neymar, finalement, le Barça a survolé la Liga pendant toute l'année. C'est une saison qui aurait pu être tuée dans l'œuf dès le mois de juillet, dans la mesure où la planification sportive a complètement été explosée, parce qu'on ne s'attend pas à ce que Neymar il parte au milieu du gué au mois de juillet. Et par rapport à ça, le Barça a mis énormément de temps à réagir. Alors évidemment, il y a eu... On a l'impression qu'ils n'y croyaient pas au début. Exactement. Ils étaient complètement interloqués, choqués à l'idée que Neymar... qui est un aspirant au Ballon d'Or, quitte le Barça pour aller au PSG. Ça, pour eux, ça a été quelque chose qui a été très dur à encaisser. Mais une fois que Neymar est parti, la vie doit continuer. Et par rapport à ça, le Barça a enrôlé notamment Paulinho et Ousmane Dembélé. Paulinho a répondu dans un premier temps. Dembélé, on l'a vu, ça a été très compliqué sur la saison qui s'est écoulée. Mais ça n'a pas empêché le Barça de faire ce qu'il sait faire, à savoir gagner, tout en proposant un jeu qui a été globalement moyen, mais qui a été efficace dans la mesure où ils ont gagné la Liga avec autorité. Il y a eu une démonstration en Liga, des matchs qui ont vraiment été références, notamment le match aller contre le Real en décembre. Le Barça, qui a recueilli Coutinho aussi au mercato d'hiver, qui avait, mine de rien, un nouvel entraîneur. Ernesto Valverde, c'était sa première saison dans un club, dans un gros club, dans un énorme club, dans un top 4, top 5 européen. Ernesto Valverde qui a amené une véritable révolution. Il a enlevé le 4-3-3, il est passé au 4-4-2 pour mettre Messi dans les meilleures conditions, et c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Déjà, il faut savoir qu'Ernesto Valverde, c'est un entraîneur très respecté en Espagne. On parle d'un entraîneur qui a moins de 50 ans et qui a plus de 500 matchs en Liga. Donc ça vous situe le bonhomme. Et par rapport à ça, c'est dans cette optique-là que le Barça l'a recruté pour retrouver cette autorité tactique qui s'était évaporée avec Luis Enrique en fin de cycle. Et par rapport à ça, vu que Neymar n'était pas là, en début de saison, il a tâtonné avec cette idée du 4-3-3. Mais il y a des joueurs notamment comme Deulofeu qui n'arrivaient pas à interpréter, qui n'arrivait pas à apporter une version qui serait intéressante pour le Barça. Qu'est-ce que Valverde s'est dit? Il faut être plus pragmatique et maximiser le potentiel de Lionel Messi. Donc ça va être quoi? 2 lignes de 4 de façon à donner une pleine liberté à Lionel Messi, et c'est comme ça que ça a marché.
Coutinho arrive en janvier, officiellement ou officieusement pour remplacer peut-être Andrés Iniesta, puisque Andrés Iniesta a annoncé pendant la saison qu'il partait et qu'il allait au Japon. Il est parti au Japon, il a joué ses premiers matchs, ça y est. Vissel Kobe. Vas-y, redis-le moi. Vissel Kobe. Voilà. Kobe, à pas confondre avec Kobe Bryant. Kobe qui a une très belle ville où on fait de la viande, c'est vachement bon. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc je te fais confiance pour la viande. Iniesta qui s'en va, Coutinho qui arrive, qui ne peut pas jouer avec des champions puisqu'il a joué avec Liverpool en début de saison. Et c'est là la vraie différence, c'est que on ne comprend pas trop déjà le choix de Coutinho de venir dès maintenant. Et après, le Barça qui va prêcher en Ligue des Champions, qui va se faire sortir par la Roma. Alors encore une fois, et quelque part, c'est rassurant pour le monde du football. C'est une planification sportive qui est ratée. À un moment donné, elle doit se payer. Et ça s'est payé malheureusement par cette élimination face à la Roma, où dès qu'il y a un adversaire qui a proposé quelque chose de très consistant, c'était déjà le cas face à Chelsea, au moins sur un match en 8e de finale, mais dès qu'un adversaire lui a proposé quelque chose de très consistant, c'est là que tu dois voir les effets de ta planification sportive. Et là, on a vu que Barça n'avait plus d'armes sur le banc pour répondre à la problématique posée par la Roma et ça a coulé. Du coup, cette saison, elle s'arrête en quart de finale de Ligue des Champions face à la Roma. Un quart de finale qui est en plus avec un scénario rocambolesque. Qui est assez rocambolesque. Voilà, tu gagnes 4-1 à l'aller. Tu ne penses pas qu'en en te déplaçant à Rome, tu vas te prendre à 3-0 et te faire sortir de cette manière. Tu es quand même champion d'Espagne, largement, très largement même. Comment on doit la juger cette saison du Barça? Est-ce qu'elle est réussie parce qu'on a réussi à sauver les meubles partis d'où on était parti le 5 août? Ou est-ce qu'il y a un peu de frustration parce qu'on aurait quand même pu faire mieux face à la Roma? C'est un sentiment paradoxal. Déjà, c'est le 9e doublé de l'histoire du Barça. C'est vraiment... C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et donc, quand on parle du Barça qui est un club gagnant, donc c'est quelque part un exploit de faire un doublé. Et il y a ce sentiment amer parce que déjà, tu perds en quart de finale. Et pour la 3e année consécutive, tu n'es pas en demi-finale au moins de la Ligue des Champions. Et après... c'est toujours le jeu du miroir. Le miroir du Barça, c'est qui? C'est le Real. Et le Real a gagné avec des champions. Donc, fatalement, 3 ans de suite. C'est ça, 3 ans de suite. Et fatalement, le doublé du Barça passe un peu aux oubliettes. Même s'il ne faut pas dénigrer le doublé du Barça, parce qu'il faut le faire. Et Zidane, quand il démissionne du Real, il explique que cette saison en Liga, ça a été vraiment un chemin de croix. Et c'est ce qui a pesé dans le fait de ne pas continuer avec le Real. Donc, quelque part, ça valorise la saison du Barça. Mais maintenant, quand tu fais le tableau d'ensemble, il y a ce sentiment amer quand tu évoques la Ligue des Champions. Surtout que l'année d'avant, mine de rien, l'année d'avant, avec la MSN, avec Messi sur Neymar, le Barça n'est pas champion. Le Barça était tombé face au Real. Donc voilà, retrouver le titre de champion dans une année de transition, c'est quand même quelque chose qui est à souligner, même s'il n'y a pas la victoire en Ligue des Champions, même si c'est l'ennemi juré qui l'emporte. Parti de ça, on est donc en mai, première tractation, première rumeur de transfert pour le Barça. La première rumeur, c'est Antoine Griezmann, qui revient véritablement avec insistance, qui revient... il y a ce mini-film, on dit qu'il a enregistré 2 fins, une fin où il dit qu'il va au Barça, une fin où il dit qu'il va à l'Atlético, et puis ça va choisir au dernier moment. Quand il y a ces rumeurs-là, tu te dis quoi? Tu te dis que le Barça n'a absolument rien compris et ne va recruter un peu n'importe comment, ou tu te dis... Antoine Griezmann peut-être un bon apport pour le Barça? Il y a 2 écoles de pensée. Déjà, on en parlait dans le club de 5 dès le mois de janvier-février, à savoir que Griezmann, les tractations étaient assez avancées. Et à l'époque, l'idée qu'on défendait, c'est que est-ce que Griezmann, pour le dispositif du Barça, c'était la solution? Moi, j'étais sceptique de la mesure où il fallait déjà retrouver un milieu de terrain qui soit conquérant, qui soit efficace. Et c'est dans la lignée du Barça d'avoir ce milieu-là qui soit tellement fort qui puisse aider les attaquants. Et le milieu de terrain du Barça était assez dépeuplé qualitativement et il fallait remplacer ça. Et quand tu dis Griezmann, qui est un attaquant de métier, il va arriver... T'es sceptique, mais maintenant il y avait une deuxième école de pensée, à savoir que il y a un Luis Suarez ça commence à être de plus en plus compliqué pour lui. On l'a encore vu sur le mondial, notamment face à la France. Dans le jeu, c'était pas énorme. Et par rapport à ça, on s'est dit, s'il y avait une recrue qualitative à même de le menacer à court, long terme, ça aurait été intéressant. Donc il y a 2 écoles de pensée qui se valent. Et après, on a vu le dénouement, finalement, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Finalement, pas de Griezmann au Barça.
Pour l'instant, trois arrivées. Arthur, un petit Brésilien, milieu relayeur, qui peut jouer un peu, si on doit s'en rapprocher d'un, ça serait plutôt Rakitic dans les deux du milieu, dans le double pivot. Un défenseur central, Clément Langlais, qui connaît la Liga depuis maintenant un an et demi, qui est venu de Nancy à Séville et qui a prouvé que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe qui pouvait être assez intéressant. Et la dernière recrue, c'est Malcolm, qui vient directement des Girondins de Bordeaux. On va essayer d'être objectif sur Malcolm parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux... Ça suscite beaucoup de débats. Ouais. Exactement. On va pas dire que Malcolm est le meilleur joueur possible à prendre, mais on va pas dire que Malcolm est une pipe non plus. Déjà, Arthur, on va les faire poste par poste. Arthur, tu parlais de rotation possible au milieu de terrain. Il est jeune, on ne sait pas encore ce qu'il va donner en Europe, mais son profil peut être intéressant pour le Barça. Totalement. Arthur, c'est un joueur qui, lors de sa conférence de presse d'intégration, a expliqué que ses idoles c'était Xavi et Iniesta, et on le ressent dans son jeu. On parle d'un joueur qui a été élu, qui était dans le trio des meilleurs joueurs sud-américains l'an dernier, ce qui n'est pas rien, avec le Grêmio qui a remporté la Libertadores, qui est allé en finale du Mondial des clubs face au Real. Il n'avait pas joué puisqu'il était blessé à ce moment-là. Donc c'est une recrue qui s'incorpore totalement dans le moule Barça. Mais maintenant, il y a un gap entre ce que tu fais en Amérique du Sud et ce que tu fais en Europe, et surtout au Barça, qui a une idée de revenir vers un jeu de position qui est plus abouti. Clément Langlais qui arrive aussi. Alors, Yerry Mina, qui a fait une bonne Coupe du Monde avec la Colombie et qui a très peu joué pendant l'année. Yerry Mina, on pensait que ça allait être entre les deux, que ça allait jouer entre les deux, entre Clément Langlais et lui. Yerry Mina est peut-être en instance de départ. Il y a eu une offre notamment de l'Olympique Lyonnais de 30 millions d'euros. Donc je pense que le Barça devrait accepter cette offre-là. Donc on verra si le transfert se fait. On n'est que mi-juillet, donc il y a encore des mouvements qui vont se faire. Clément Langlais qui arrive, c'est une véritable bonne chose pour le Barça. Ça te donne 3 défenseurs de grande qualité avec Piqué, avec Umtiti et Langlais pour pouvoir tourner sur ces postes-là sans perdre en qualité. Oui, c'est ça, et c'est notamment un constat qui a été tiré au cours du mois de janvier-février qui correspond à la période où Gérard Piqué avait notamment des problèmes importants au genou et il avait énormément tiré sur la corde et on a vu que ça avait été préjudiciable, notamment face à la Roma. Et par rapport à ça, le Barça s'est dit il faut qu'on ait 3 défenseurs de qualité où la concurrence va primer et les meilleurs vont jouer. Et par rapport à ça, Clément Langlais qui sort d'une bonne année avec Séville dans un contexte très difficile parce qu'on parle d'un Séville qui a terminé 7e de Liga. C'est un classement qui est insuffisant quand on parle de SC Séville, mais à côté de ça, il a fait. C'est ça. Donc ça a été et à côté de ça, en Ligue des Champions, il a fait des performances qui ont été très convaincantes. On parle d'un joueur qui a été confronté à Romelu Lukaku, ce qui n'est pas rien, Robert Lewandowski, ce qui n'est pas rien. Et par rapport à ça, il a su se montrer. Et dans cette idée-là, il y avait une clause libératoire. Encore une fois, ces histoires de clauses libératoires qui étaient vraiment basses, on parle de 35 millions, ce qui n'est rien à l'échelle du football mondial. Quand tu sais que voilà, un Van Dijk, ça a coûté 85 millions, des Johnson, 57 millions. Donc ça correspond à cette idée du Barça qui veut investir très peu, entre guillemets, sur les défenseurs centraux, comme Umtiti qui avait coûté en son temps 25 millions, Yerry Mina qui avait coûté 10 millions, etc. etc. Et devant, ou dans un poste offensif plutôt, Malcolm qui vient s'ajouter aussi à la rotation sur ces 2 postes de côté. On pense que Ernesto Valverde va continuer dans son 4-4-2 à plat. Donc on pense que Messi, Suarez, ça ne bouge pas. Coutinho qui vient sur le côté gauche, ça ne devrait pas bouger. Ousmane Dembélé qui devrait prendre le côté droit, ça devrait être les 4 titulaires, ça devrait être cela. Malcolm qui vient pour amener une véritable rotation. Malcolm, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est en France, qu'il a eu des bonnes statistiques avec Bordeaux, quelques passages à vide de temps en temps. Ça peut être une bonne recrue pour le Barça. On a l'impression qu'il avait véritablement besoin de passer un cap pour encore progresser. La question... Non, en période de Tour de France, il passe du col catégorie 1 au Tour catégorie. Est-ce que le gap n'est pas trop haut pour Malcolm? Tu vas nous donner ton avis, parce que c'est une des visions qui ressortait après ce transfert. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre un club peut-être intermédiaire? On sait que la Roma était là, un peu comme un Ousmane Dembélé qui avait fait des premières saisons en Ligue 1, qui était ensuite parti à Dortmund. Est-ce qu'il aurait fallu pas un club intermédiaire
pour ensuite aller dans un grand club comme le Barça, ou c'est plus intéressant pour lui d'être dans la rotation, pas forcément un titulaire indiscutable, mais d'être dans la rotation d'un grand club tout de suite? Déjà, il faut évoquer ce que veut le Barça et ce qui a été un manque sur la saison écoulée. C'est-à-dire que par rapport à la Roma notamment, ce qui a été problématique, c'est face à des défenses qui étaient repliées, même contre Chelsea, il manquait un autre profil de joueur, à savoir l'ailier qui était capable d'avoir cette notion de duel en un contre un, d'aller percuter. On a vu par moments, c'était trop scolaire, c'était trop stéréotypé. Et à ce moment-là, le milieu droit donnait souvent le ballon à Lionel Messi qui devait inventer quelque chose. Et Barça s'est dit, il faut recruter un ailier qui soit capable de démarrer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et qui soit capable d'aller percuter. Et dans cette idée-là, on était sur Willian par exemple. Willian, c'était économiquement impossible. Et donc, il y a eu l'arrivée de Malcolm qui s'inscrit dans ce profil-là. Maintenant, pour en revenir à ta question initiale, Malcolm, est-ce que le gap il est trop haut? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Est-ce qu'il aurait pu passer par un club intermédiaire? Il y a plein de parcours possibles. Tu peux dire il n'a pas encore de référence au plus haut niveau, Malcolm. Il n'a pas encore joué de match de Coupe d'Europe, voilà, véritablement. Il n'a pas de match de Ligue des Champions, forcément. Investir quasiment 50 millions sur lui, c'est un véritable pari quand même, Malcolm, où tu penses que, mine de rien, le Barça est assez serein dans ce transfert. C'est un pari assumé. Malcolm, on parle d'un joueur qui, depuis l'âge de 16 ans, est suivi par les plus grands clubs européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malcolm, il est suivi depuis très longtemps. À titre d'exemple, en 2013, le Sport parlait de Malcolm comme d'une cible potentielle. On était déjà en 2013, il était au Corinthians. Personne ne connaissait, même pas en Ligue 1. Et il faut savoir aussi que la direction, enfin l'ancienne direction, entre guillemets, Sandro Rosell, qui était l'ancien président du Barça, Raúl Sanllehi, qui est actuellement directeur sportif d'Arsenal, c'est qu'ils ont énormément de réseaux au Brésil. Et par rapport à ça, sur la captation de jeunes talents, ils sont énormément renseignés, ce qui fait que Malcolm, très vite, il apparaît comme une cible potentielle à long terme pour le Barça. Donc ça veut dire que Malcolm n'est pas un caprice à 50 millions maintenant. C'était quelqu'un qui était véritablement vu et analysé déjà quand il était au Brésil. Il est parti à Bordeaux et il a plu véritablement aux dirigeants du Barça qui ont décidé de le faire venir maintenant. Stéphane Martin le disait dans l'équipe, au début du mois de juillet, il y avait des prises de renseignements informelles sur le cas Malcolm. Il n'y avait pas de démarche concrète, mais il y avait des prises de renseignements qui n'engageaient à rien. Et donc le timing après, avec l'histoire de transfert, est allé très rapidement. Mais maintenant, on ne parle pas de caprice. Il a beaucoup été dit que le Barça, c'était pas un coup de panique de se dire ah mince, on a un jeune qui est assez intéressant, la Roma le veut à 45 millions, mais non, mais juste un peu plus. C'était quelqu'un qui était véritablement étudié avant. C'est les aléas du marché de transfert, c'est un transfert d'opportunité dans la mesure où Malcolm s'inscrit dans la politique de rajeunissement du Barça. On parle d'un prospect très intéressant au niveau du football mondial et par rapport à ça, le Barça n'a pas tergiversé. Si c'est un prospect intéressant du football mondial, qu'il a des qualités et qu'il a été suivi notamment par la Roma, c'est qu'il a quelque chose de très intéressant. Et pourquoi ne pas l'amener tout de suite au Barça? Tu parlais de politique de rajeunissement, c'est véritablement le leitmotiv de ce recrutement du Barça depuis le début du mercato. Clément Lenglet, moins de 23 ans, je crois qu'il a 22 ans, Clément Lenglet. C'est ça. Arthur, moins de 20 ans. Malcolm, 21 ans, Arthur. 21 ans, Arthur. Malcolm, pareil, 21 ans. Arthur, on aurait pu choisir un Thiago Alcantara. C'était des rumeurs, notamment pour que Thiago Alcantara revienne au Barça. Finalement, ça a été Arthur. Il y a une véritable politique pour essayer de faire le véritable après Iniesta, après Busquets, après Messi. Tout ça, ces recrutements vont dans ce sens-là. C'est ce qui a longtemps été reproché au Barça sur les années précédentes, à savoir que le Barça ne se souciait pas tellement de l'avenir. Le Barça était dans une logique où il fallait être à très court terme et gagner. Mais par rapport à ça, tu vois que très vite, cette politique-là, cette façon de penser, elle a des limites sportives. Parce que parallèlement à ça, tu as l'économie du football mondial qui ne te permet pas d'enrôler des cracks pour assurer cette idée de court terme. Et donc,
quand tu peux pas avoir les cracks à court terme, tu es obligé de recruter sur du deuxième, troisième joueur de catégorie. Et c'est des joueurs qui ont contribué à réduire la marge de manœuvre du Barça par rapport à la concurrence et qui ont amené cette idée que le Barça pouvait pas être l'équipe, la meilleure équipe en Europe au moins. Et donc, ce qui a fait que le Barça est obligé de se retourner vers ce marché de potentiel pour justement avoir des joueurs qui, à long terme, pourront être les cadors du football mondial. D'accord. Côté départ, on a Lucas Digne qui devrait s'en aller. Lucas Digne pour 25 millions d'euros qui devrait partir à Everton. Peut-être Thierry Mina. C'est des joueurs qu'il va falloir remplacer ou à 3 derrière, l'anglais Umtiti Piqué, ça suffit et il faudra quand même une doublure à Jordi Alba. C'est la grande interrogation. Déjà, il faut savoir le Barça a énormément de joueurs sous contrat. On parle de 29 joueurs qui sont sous contrat au Barça. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Et Valverde, dans sa profession de foi, lors du mois de juillet, avait expliqué que lui, il aimait travailler avec un groupe resserré, donc c'est-à-dire 21 joueurs, ce qui lui permettrait plus dans le but de dégraisser plutôt que de remplacer. Ça pourrait lui permettre d'incorporer des joueurs de la Masia, ce qui a été aussi reproché par les fans du Barça, et donc d'avoir 22, 23 joueurs en comptant les joueurs de la Masia. On est sur 29 joueurs sans compter les joueurs de la Masia, ce qui fait qu'il va énormément dégraisser. Et c'est dans cette optique-là que les Yeremina, les Lucas Digne sont amenés à partir. Ils seront remplacés notamment par des joueurs des Canterano, donc des joueurs du centre de formation. On pense à Miranda pour Lucas Digne, on pense à Mingueza, champion U19 de Youth League avec le Barça. Donc du coup, côté potentiel arrivé, le mercato du Barça, tu penses qu'il est terminé ? Paradoxalement, il n'est pas encore terminé. On a beau vouloir dégraisser l'effectif, il faut aussi du qualitatif au milieu de terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les postes, pour l'instant, les joueurs de rotation pour le milieu de terrain, il y a qui ? Busquets, Rakitic, Arthur qui vient d'arriver. Il y a toujours les incertitudes d'Enis Suarez, André Gomez qui sont toujours là. Tu en vois encore d'autres qui peuvent tourner à ce poste-là. On sait que Carles Alenia, qui est blessé et qui ne reprendra pas avant septembre, va intégrer durablement l'équipe première. Et il faut aussi ce milieu de terrain, le milieu relayeur tant attendu par beaucoup de gens du côté du FC Barcelone. C'est ce milieu relayeur de top qualité et notamment on pense à Miralem Pjanic. Donc le mercato du Barça n'est peut-être pas terminé. Il peut y avoir peut-être Pjanic. Le mercato du Barça n'est pas terminé, il est terminé à 90%, mais maintenant là on sera plus sur du qualitatif que du quantitatif. Malcolm, pour l'instant c'est du quantitatif dans la mesure où on revient dans cette idée de renforcer dans un premier temps le banc. Ce qui a manqué l'an dernier, on avait des joueurs qui étaient trop standards et pas forcément adaptés au Barça. Là sur Malcolm, on est sur cette idée du joueur qui vient à court terme pour être un titulaire au Barça mais qui va démarrer sur le banc. Mais là cette fois-ci, s'il y a une cible et qu'elle doit être captée, ça doit être le milieu qui doit apporter un saut qualitatif au milieu du Barça. Et du coup, dans les départs, tu as dit qu'ils voulaient peut-être dégraisser Yeremina et Lucas Digne qui devraient s'en aller. Est-ce que tu en vois d'autres qui pourraient partir du Barça ? Il y a les situations de Marlon qui était en pourparlers avec West Ham au mois de juin. Bon, ça s'est pas fait puisqu'ils se sont reportés sur Issa Diop de Toulouse. Il y a aussi Rafinha qui revient de près. Le latéral droit. Non, Rafinha milieu de terrain. Ah, mais le Rafinha pas confondre avec celui du Bayern. Rafinha Rafinha qui est revenu de l'Inter. On ne s'est pas arrangé niveau transfert avec l'Inter puisque Barça demandait à hauteur de 30 millions d'euros. Douglas qui est parti, qui aura laissé de très bons souvenirs aux supporters du FC Barcelone. Bon, lui, il est parti en Turquie. Il faudra voir la situation de Sergi Samper, qui s'est blessé, qui a été énormément prêté ces dernières années. Il faudra voir les situations d'André Gomez, qu'est-ce qui va être fait. On parle d'un prêt côté Valence. Paco Alcacer, qu'est-ce qu'il va faire? Mounir El Haddadi. Donc il y a beaucoup de joueurs. Énormément de joueurs. Ouais. Et ça va être tout l'enjeu du Barça ces prochains jours, à savoir il va falloir dégraisser avant d'affiner son effectif fin août. Du coup, quelles attentes pour le Barça? Forcément, quand on est le Barça et qu'on démarre une saison, on doit tout gagner. C'est ça. Mais est-ce qu'on est dans un acte 2 d'une phase de transition? Donc est-ce qu'on va être un peu plus indulgent? Est-ce qu'on peut se contenter peut-être d'une demi-finale de Ligue des Champions pour retrouver enfin le dernier carré de la Ligue des Champions? Ça fait maintenant 3 ans qu'ils ne l'ont pas atteint. Ou
ou est-ce que voilà, il faut, on est le Barça et on doit tout gagner C'est tout l'inverse. Là, cette année, il n'y aura pas d'indulgence. L'indulgence aurait pu se prêter l'an dernier quand il y a eu ce mercato rocambolesque. Mais là, cette fois-ci, le message a été donné dès le 28 mai au soir, après la victoire du Real Madrid. C'est Carles Puyol, l'ancien capitaine du mythique du FC Barcelone. Après la victoire du Real Madrid, il a tweeté ça. Il faut revoir les priorités. Et la priorité, c'est quoi? C'est le Wanda Metropolitano en juin prochain. Donc, chercher la victoire en Ligue des Champions. Lionel Messi, dans une interview à Mundo Deportivo, a dit: on a gagné la Ligue des Champions en 2015. En 2019, ça fera 4 ans qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est intolérable pour un club comme le Barça. Donc la priorité, ça sera Madrid et la finale au Wanda Metropolitano. Donc il faut gagner la Ligue des Champions pour le Barça. Après, quand on dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et effectivement, il y aura des concurrents qui vont se renforcer. Mais le Barça est postulant pour gagner la Ligue des Champions. La demi-finale ne suffira même pas. Quitte à mettre de côté peut-être la Liga, c'est un truc que le Barça ne sait pas trop faire, puisqu'il y a eu cette année de 2015, je crois, où en mars, il y a eu une phase à vide quand ils étaient largement en Liga. Non, je crois que c'était 2016. Où il y a eu une phase à vide où le Barça avait lâché la Ligue des Champions et avait vu son avance fondre en Liga. Est-ce qu'on doit mettre peut-être de côté la Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions, comme l'a fait peut-être le Real cette année, ou il faut jouer sur tous les tableaux? Ton parallèle est pertinent sur Real Madrid, à savoir que c'est culturel. Quand tu regardes les 5 Ligues des Champions du Barça, ça a toujours coïncidé avec un titre en Liga. Le Barça ne sait pas faire ça, à savoir être largué en Liga et se reconcentrer sur la Ligue des Champions. C'est parce que la qualité de jeu, elle est optimale du mois d'août jusqu'au mois de juin que le Barça est capable d'être compétitif sur toutes les compétitions. Elle n'est pas capable de spéculer en se disant « bon, la Liga c'est mis de côté, on va se concentrer sur la Ligue des Champions ». Le modèle de jeu du Barça fait qu'il faut être au maximum du mois d'août au mois de juin. Alors que le Real est capable de rapidement switcher et de se dire bon, la Liga c'est terminé, on est capable de gagner la Ligue des Champions. Quand tu regardes l'historique du Real, le Real fait doubler en 1958 et en 2017. Mais sinon, à part ça, c'est quand il gagne la Ligue des Champions, c'est tout seul. Alors que le Barça, tu regardes ses 5 Ligues des Champions, à chaque fois c'est accompagné d'une victoire en Liga. Bon, pour moi, ça serait pour satisfaire tous les supporters, c'est quand même mieux de faire un doublé Liga, Ligue des Champions. Voilà pour ce bilan sur le Barça. Bilan, on est à la moitié du mercato. On va voir ce que ça donnera d'ici fin août, s'il y aura d'autres arrivées, d'autres départs du côté du FC Barcelone. Merci Elton. Merci à toi, Romain. Peu d'avoir parlé du Barça. Du coup, je vais pouvoir partir en vacances, c'est bon? C'est bon, tu vas pouvoir y aller, on va pouvoir te libérer. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires, les socios, n'hésitez pas à nous donner vos potentiels départs, vos potentielles arrivées pour le FC Barcelone. Quelles ambitions pour le Barça, vous aussi? Vous les voyez faire quoi pour l'exercice 2018-2019? Et puis si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à l'envoyer à tous vos potes. Comme Dominique ferait. Ouais, voilà, comme ça, on reste comme ça. On vous donne rendez-vous très très vite dans un prochain épisode du Summer Club des 5 et on s'intéressera à d'autres clubs pour cette saison 2018-2019. Passez une très très bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous voyez. Bonne matinée aussi. Bonne matinée tout le temps. Ciao tout le monde. Salut.